Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous abordons la dernière séance sur la Troisième République et nous allons aujourd'hui séparer les églises de l'État. Je vous emmène en 1905 pour voir comment est-ce que notre République est devenue et est restée une République laïque, c'est-à-dire indépendante de toutes les religions. Alors si vous vous souvenez même depuis la sixième, le christianisme est la religion officielle. Alors d'abord de l'Empire romain, je suis en train de faire des vidéos là-dessus avec les petits sixièmes, hein. Donc d'abord dans l'Empire romain à partir de 380, hein, c'est un édit de Théodose, et puis ensuite la monarchie française, hein, vous avez vu ça, est une monarchie catholique. Louis XIV dit qu'il est roi de droit divin, et même Louis XIV opprime les protestants parce qu'il pense qu'ils ne respectent pas le même Dieu que lui et donc ils vont contester son pouvoir. La France est donc catholique. On dit la France est la fille aînée de l'Église. C'est vous dire l'importance de la religion dans notre pays. Mais les républicains, et on l'a vu déjà un petit peu hein, quand on a vu la Deuxième République en 1848, les républicains veulent que la France soit laïque et soit indépendante de la religion. Alors, c'est une hostilité à l'influence de l'Église dans la société et sur le pouvoir politique, hein, c'est le nom que ça porte, c'est l'anticléricalisme, et puis cet anticléricalisme, il veut aboutir à la laïcité. Alors qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Vous allez répondre aux questions 1 et 2 de l'itinéraire là, hein. Que reprochent les républicains anticléricaux à l'Église et quel grand principe est affirmé par l'article 1 de la loi sur la séparation des églises et de l'État? Je ne vais pas vous faire travailler en détail sur les questions suivantes. Par contre, j'aimerais que vous regardiez ensuite qu'on fasse cette petite partie-là. En 1905, quelle religion s'oppose à la laïcité? Bon là, c'est quand même assez simple à trouver. Et puis la loi de 1905 est-elle encore appliquée en France? Donc vous irez voir dans votre livre, là vous savez que je n'ai pas cette partie-là sur le manuel numérique, hein, le document 3 de la page 352, hein, et vous pourrez comparer avec la situation d'aujourd'hui. Alors, on est parti, je vous lis les documents, j'en explique quelques-uns. Alors, la chronologie tout d'abord. Donc, sur le chemin de la laïcité, on commence par l'école. 1880-1882, donc Jules Ferry va proclamer les lois sur l'école primaire, publique, gratuite, obligatoire et laïque. Et puis en 1886, ce sont les instituteurs et les institutrices des écoles publiques qui sont tenus de respecter la laïcité. Ça veut dire que les prêtres n'ont plus le droit de faire l'école. À partir du 9 décembre 1905, donc c'est la loi sur la séparation de l'Église des églises et de l'État. Alors pourquoi des églises, hein, parce que c'est de toutes les églises, donc de toutes les religions. Le premier texte est un très beau texte hein, de Ferdinand Buisson. C'est un discours au congrès du Parti radical, c'est un parti qui n'existe plus aujourd'hui, hein, ou très très peu, qui est tout petit, hein, mais qui a été très influent dans notre pays jusqu'au début du XXe siècle. Et là, il s'exprime, Ferdinand Buisson, en 1903. Voilà ce qu'il dit. Le premier devoir d'une république est de faire des républicains. Et l'on ne fait pas un républicain comme on fait un catholique. Pour faire un catholique, il suffit de lui imposer la vérité toute faite, la voilà, il n'y a plus qu'à l'avaler. Le maître a parlé, le fidèle répète. Je dis catholique, mais j'aurais dit tout aussi bien protestant ou un croyant quelconque. Pour faire un républicain, il faut prendre l'être humain si petit et si humble qu'il soit, et lui donner l'idée qu'il faut penser par lui-même, qu'il ne doit 10 fois ni obéissance à personne, que c'est à lui de rechercher la vérité et non pas à la recevoir toute faite. Donc on est là dans un contexte aussi où les républicains et la société des intellectuels tout entière recommande ou veut transmettre l'idée que c'est la réflexion qui permet d'avancer dans la vie. C'est l'esprit critique hein, qui permet d'avancer dans la vie. En cela, ils sont totalement rattachés aux idées des Lumières. Donc c'est très important, c'est pour ça qu'il dit il faut, pour faire un républicain, il faut lui donner l'idée qu'il faut penser par lui-même.
Ça, c'est une phrase très importante dans ce texte de Ferdinand Buisson. Il ne doit ni foi ni obéissance à personne. Alors là, on a un discours très anticlérical, parce que vous voyez que on est vraiment carrément dans la critique de l'obéissance à une foi ou à ou à un gourou. Voilà, donc pour Ferdinand Buisson, c'est le refus carrément des religions. Donc vous imaginez à quel point ce débat a pu crisper les Français, là aussi. Donc, à peine remis de l'affaire Dreyfus, nous voici dans un débat autour de la religion. Que dit la loi sur la séparation des églises et de l'État? Elle est beaucoup plus modérée que Ferdinand Buisson. Article 1, la République assure la liberté de conscience, ça veut dire la liberté religieuse, on l'a déjà vu en EMC en début d'année. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Donc ça veut dire que tous les cultes sont possibles, à partir du moment où ils respectent la loi. La République ne reconnaît, ni ne salarie, ni ne subventionne, ça veut dire qu'elle ne donne pas d'argent, aucun culte. En conséquence, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Attention, ça veut dire que la République ne finance pas les cultes, ça ne veut pas dire qu'elle ne finance pas les bâtiments. Donc il y a eu un accord entre les églises et l'État. Tous les bâtiments construits avant 1905 sont toujours entretenus aujourd'hui par l'État. Par contre, les bâtiments construits après 1905 sont entretenus par les institutions religieuses qui leur appartiennent. Les institutions religieuses à qui ils appartiennent. Pardon. Article 3. Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif, petit a des biens mobiliers et immobiliers des établissements religieux, petit b des biens de l'État, des départements et des communes dont ces établissements ont la jouissance. Donc c'est une séparation. À qui appartient quoi? C'est comme dans un divorce. Dans un divorce, on regarde comment est-ce qu'on va répartir les biens du couple. Là, c'est exactement la même chose. C'est un divorce entre l'État républicain et l'Église et les églises, et notamment l'Église catholique, qui est la plus importante. Donc, on répartit les biens et donc on fait l'inventaire. Évidemment, vous avez eu un lot de caricatures à cette époque. Donc ici, les prêtres contre la République, donc une caricature qui montre comment est-ce que les prêtres s'attaquent aux valeurs républicaines et veulent mettre à bas Marianne. Et puis, vous avez évidemment une réaction très rapide de l'Église par le biais du pape Pie X. Donc voilà ce qu'il écrit au peuple français le 11 février 1906, aux archevêques, évêques, au clergé et au peuple français, à nos bien-aimés fils, notre âme est pleine d'une douloureuse sollicitude. Alors la sollicitude, ça signifie l'attention. Et notre cœur se remplit d'angoisse quand notre pensée s'arrête sur vous. Et comment en pourrait-il être autrement en vérité, au lendemain de la promulgation de la loi qui, en brisant violemment les liens séculaires par lesquels votre nation était unie au siège apostolique, crée à l'Église catholique en France une situation indigne d'elle et lamentable à jamais. Nous réprouvons et nous condamnons la loi votée en France sur la séparation de l'Église et de l'État comme profondément injurieuse vis-à-vis de Dieu, qu'elle renie officiellement, en posant le principe que la République ne reconnaît aucun culte. Alors, vous avez vu que là, on sent bien la colère de Pie X. Il utilise le mot lamentable, une situation indigne, c'est injurieux vis-à-vis de Dieu. Et il dit, la République ne reconnaît aucun culte, et quand on lit le texte de Pie X, on a l'impression que la République condamne la religion. Or, si on reprend la loi sur la séparation des églises et de l'État, la République ne reconnaît aucun culte, mais surtout sur le plan financier, elle ne les salarie pas, elle ne les subventionne pas. Par contre, elle assure bien
la liberté de conscience. Et donc ce dont a peur le pape Pie X ici, c'est de la perte d'influence de l'Église catholique qui a déjà commencé, puisque avec la révolution industrielle, les églises font moins le plein, il y a une déchristianisation de la société qui s'organise peu à peu et contre laquelle les autorités religieuses, et notamment catholiques, luttent. Une dernière photographie ici qui illustre le refus des inventaires. Les églises ne se sont pas laissées faire. Donc on a vu que la loi de 1905 prévoit de faire l'inventaire des biens dans les églises pour distinguer ce qui appartient à l'État et à l'Église, et dans plusieurs régions, les églises se barricadent, et là vous voyez des gendarmes qui sont en train d'enfoncer de force, par la force, la porte d'un édifice religieux, et là on vous précise que c'est la porte d'une église pour procéder à l'inventaire. Donc cette période a été très troublée aussi en France, et cette séparation entre les églises et les États, et l'État français ne s'est pas faite de manière sereine. Mais elle est toujours en vigueur aujourd'hui, nous sommes dans une république laïque, et vous voyez que cette laïcité, mais elle est toujours en débat, parce que on voit qu'elle s'est faite dans la douleur dans notre pays, et que c'est toujours un sujet extrêmement sensible qui revient régulièrement sur le devant de la scène. Alors, on va terminer, donc là vous devez recopier cette partie-là sur la page de droite. Je vais grossir ça pour vous le lire. Donc la séparation des églises et de l'État, l'affaire Dreyfus a montré qu'il y avait encore de nombreux adversaires de la République, parmi eux l'Église catholique qui avait pris majoritairement position contre Dreyfus. Les républicains souhaitent donc combattre ce qu'on appelle le cléricalisme, c'est-à-dire la volonté de rendre les idées religieuses dominantes en politique. Cette politique aboutit en 1905 à la loi sur la séparation des églises et de l'État, qui fait de la France une république laïque. Après des années de débats, l'État garantit la liberté religieuse en affirmant sa neutralité. Alors ensuite, vous avez une petite partie sur la République et les ouvriers que vous pouvez ne pas écrire, puisque on n'a pas forcément travaillé là-dessus, et ce sont des choses que vous reverrez par la suite. Je voulais terminer en vous remontrant en guise de conclusion de cette leçon d'histoire, donc ce petit schéma. Donc la Troisième République de 1870 à 1914, donc c'est d'abord la volonté de rassembler les Français par des symboles, associer la République avec la nation, et puis la laïcité. Une culture républicaine qui a été diffusée notamment par l'école, rendue obligatoire par Jules Ferry, je rappelle, avec des valeurs communes qui sont également diffusées par le service militaire. Cette république, elle a été contestée notamment au moment de l'affaire Dreyfus, et puis elle a des limites parce que les inégalités restent fortes, les femmes n'ayant pas le droit de vote, les ouvriers très peu de protection sociale, et puis donc il y a des tensions extrêmement violentes, des manifestations et des grèves qui sont réprimées parfois très durement. On en avait vu une illustration dans les vidéos précédentes. Donc voilà pour cette dernière leçon d'histoire. Je vous laisse en compagnie de mes collègues au mois de septembre qui aborderont donc la Première Guerre mondiale, qui donc est l'aboutissement de toutes les tensions entre l'Allemagne et la France que nous venons de voir dans cette leçon. J'espère que vous avez bien compris comment fonctionne le développement construit, parce que vous allez en faire beaucoup l'année prochaine. N'hésitez pas surtout à me poser des questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Je suis toujours derrière mon écran à vous répondre dès que vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine les quatrièmes, et puis à la semaine prochaine pour le dernier planning.